Pour les investissements, il n'y a qu'une seule règle, c'est location, location, location. Ça te retourne toujours dans la gueule, hein. Ce qui est compliqué, c'est justement d'avoir et de déléguer à une personne, si tu veux, quelque chose qui puisse la rendre efficiente. Au cœur des grands projets et des décisions stratégiques. Vous écoutez Impact ESTP, le podcast étudiant qui décrypte l'avenir de l'ingénierie. Aujourd'hui, on est à un moment un petit peu particulier pour l'immobilier. L'Italie est en train de devenir l'un des marchés les plus observés d'Europe. Les capitaux internationaux reviennent et en même temps, on parle d'IA, de décarbonation et d'ESG partout. Pour essayer de comprendre concrètement ce que ça veut dire sur le terrain, j'ai la chance d'être avec Emmanuel Bordignon, CEO de Construire Group, diplômé de l'ESTP et acteur de l'investissement immobilier entre Paris, Londres et Milan depuis plus de 20 ans. On va parler d'entrepreneuriat, de finance, d'international, mais aussi de décision, d'échecs, d'apprentissage, avec l'idée de donner des clés très concrètes aux étudiants et futurs ingénieurs qui nous regardent. Bonjour Emmanuel. Je vous propose que nous revenions sur votre premier amour, l'ESTP. Donc qu'est-ce qui vous a motivé, premièrement à aller à l'ESTP? C'est une bonne question. Euh, j'ai fait une classe préparatoire à grandes écoles et il y avait plusieurs examens passés. Je présentais plusieurs concours et j'ai été pris à l'ESTP qui a été intéressant d'un point de vue, on va dire, de pluralité d'expériences et de, de, de parcours académique qui était offert. Donc pas seulement à- concentré sur la construction, mais bien évidemment avec une espèce de vue généralisée de ce que pouvait être un parcours académique, tout simplement. En plus de ça, j'arrive de la province de la France, c'était à Paris, et donc il y avait aussi un intérêt à être dans une grande ville. L'ESTP met l'accent sur des projets pratiques et les stages. Est-ce qu'il y en a qui vous ont marqué? Bah oui, quand même. Mon premier stage de première année a été sur un chantier. C'était la construction du tribunal de Avignon, justement, à l'île Farine, au Ciné. Donc c'était intéressant d'essayer de mettre en pratique ce que j'avais appris la première année sur quelque chose de concret et dans ma ville natale. Ça, c'était ma première expérience de stage. Oui. Ma deuxième expérience de stage a été faite dans une société qui faisait du conseil en immobilier, une grosse société qui s'appelait Alien Becker à l'époque. C'était un stage sur Paris. Et en fait, c'est à partir de là où j'ai commencé à comprendre que peut-être que la construction, c'était pas tout dans la vie et qu'il y avait la possibilité de mettre en pratique une méthode d'ingénierie comment on dit en français? D'ingénierie? D'ingénierie, ouais, sur des choses qui sont connectées avec l'immobilier, bien évidemment, mais pas forcément dans la construction. Et, euh, et ça, c'était vraiment le stage, je pense, qui m'a permis de trouver plus ou moins ce que j'avais envie de faire dans ma vie. Et comme de partout dans le monde, quoi, il suffit de rencontrer les bonnes personnes qui sont capables de te motiver et te faire venir une passion et une espèce de flamme pour quelque chose. Et voilà, quoi. Donc, voilà, j'avais rencontré une personne qui s'appelait Nicolas Verdillon, qui est maintenant est le grand boss de CBRE à Paris, je pense. Et ça a été ma première rencontre qui m'a dit, écoute, dans la vie, c'est comme ça, quoi. Il faut que tu donnes des coups à droite et à gauche, il faut que tu te battes, il faut que tu apprennes des choses nouvelles qui sont pas forcément ce que tu as étudié. Et puis, applique ta méthodologie et pars, vas-y. Voilà. Il a joué un petit peu un rôle de mentor pour vous? Ouais, bah, certainement, ouais, parce que déjà, il y a eu un bon rapport, à dire, je sais pas si on peut appeler ça de l'amitié, mais bon, certainement, il y avait de l'admiration de ma part pour lui, et puis lui, il y a eu quelque chose certainement en moi, et après, de là, ça a débouché à
un autre stage l'année suivante qui après a débouché un contrat de travail, quoi. Donc, ça a été assez facile. Enfin, c'est facile de rentrer dans le monde du travail après les stages, quoi. Et à mon avis, c'est un des grands atouts de l'ESTP, quoi. Il y a pas une obligation de devoir faire quelque chose dans une boîte et tu dois rester dans cette boîte-là, quoi. Il y a vraiment l'esprit de donner une ouverture mentale, ok? Et bien évidemment, ce qu'ils t'apprennent à l'école, c'est important si tu veux faire de la construction. Je me souviens, les calculs de structure, machin, c'était très, très intéressant. Non, mais après, c'est ok, la vie est pas faite de ça, quoi. Et c'était vraiment, je pense, une facilité ou de te donner un coup de main pour Oui, te, te, te véhiculer vers quelque chose qui peut te plaire et dans lequel tu peux t'épanouir, quoi. Voilà. c'est comme ça que vous êtes Donc, rentré dans le monde du real estate? ouais, c'est comme ça que Ouais. je suis rentré dans le monde du real estate. Et puis après, bon, ben, chacun son caractère, quoi. J'étais assez pénible quand j'étais jeune, enfin toujours maintenant, mais assez pénible quand j'étais jeune. Je voulais faire l'international, donc pour moi, l'international, ça voulait dire Londres et New York. Et puis, Ian Baker avait une place pour moi sur Milan. Et donc, mon premier contrat de travail, en fait, d'un stage à Paris, ça a débouché sur Milan. Je parlais pas italien. Je savais rien faire parce que quand tu sors bien évidemment de l'école, tu sais rien faire. Puis je me Oui. suis retrouvé projeté. C'était le stage, je crois que ça commençait au mois de mars, un truc comme ça. Après, j'ai pris mon diplôme d'ingé au mois de juillet. Et au mois de mars, j'étais en train de faire mon stage en Italie où, bien évidemment, je suis arrivé avec ma Clio toute pourra. J'avais pas de logement, j'avais rien du tout. J'ai fait ce voyage complètement fou de Paris sur Milan avec une bagnole pleine de choses. Et je suis arrivé sur Milan. Et puis le lundi, je commençais à faire ce stage. Et c'est intéressant, quoi. C'est ce que tu fais généralement quand tu as 20 ans. Peut-être que quand on a 50, tu fais plus ça. Mais quand Exact. on a 20, c'était bien. Et là, tu découvres des entreprises, tu découvres des familles, en fait, parce que après, il se fait bien évidemment des liens dans toutes les entreprises. Et puis, ce qui était bien, mais ce qui m'a aidé, c'est que certainement, chez Ali Baker, qui après c'est devenu Cushman & Wakefield, il y a eu une fusion après. Mais c'était une boîte anglo-saxonne, quoi. Donc un peu d'anglais, je le parlais, donc je me suis plus ou moins débrouillé. OK. Voilà. Et l'Italie, ça a été un vrai coup de foudre, pour vous, vous en êtes pas repartis finalement? Ouais, c'est après de Milan, ils m'ont transféré à Rome. C'est l'Italie par rapport à la France a une grosse qualité de vie. Ok. Il y a, déjà, il y a un climat qui est bien différent de celui de Paris. On va déjà commencer par ça. Et il y a une qualité de nourriture qui est importante aussi. Et, et puis, semble plus facile, surtout quand tu es expat, en fait. OK. Parce que c'est un pays qui t'accueille les bras ouverts, parce que c'est des gens qui sont, c'est bien, hein, je veux dire, ils sont intéressés par comprendre comment tu raisonnes tes choses à toi. Il y a eu une grosse ouverture et certaines erreurs, en fait. Parce que je pense Ouais. que certaines erreurs que tu peux faire quand tu commences à travailler, parce que c'est évident que tu fais plein d'erreurs, quoi. Elles sont à moitié excusées aussi par le fait que tu es expat, tu vois. Ah oui. Et ouais, et donc ça aide beaucoup parce que tu peux toujours faire semblant que tu pas compris un truc, si tu veux. Et puis Ouais. voilà. Après, la différence entre ce que je peux voir entre la France et l'Italie, c'est que cet esprit, il faut se débrouiller en Italie. Ok. Et en fait, c'est la raison pour laquelle beaucoup de grands chefs d'entreprise italiens arrivent à s'exporter à l'étranger parce qu'ils ont cette envie de se débrouiller. Ok. Il y a beaucoup plus de faim. Les gens ont faim en Italie. Ils ont, ils ont, Ouais. ils ont,
et ce qui n'est pas nécessairement le cas en France. Ok. J'avais cette impression, moi, quand j'étais encore en France, que tout était nul, si tu veux. Alors qu'en Italie, rien n'est nul. Euh, je trouvais qu'il y avait plus de méritocratie en Italie que en France. Bon, après, bien évidemment, il y a aussi d'autres. Enfin, il y a des avantages et des inconvénients, hein, mais euh, c'était. Enfin, je trouvais que c'était plus facile. Et je trouvais que c'était plus facile de tracer une route, si tu veux, en tournant autour des obstacles, en ayant, bien évidemment, en utilisant un petit peu de jus de cerveau, quoi, pour contourner ces obstacles et t'arriver toujours à trouver une solution à un problème. Vous parlez de différence entre, c'est vrai, la France et l'Italie au niveau de l'ambition. Est-ce qu'il y en a aussi sur l'immobilier en général? Parce que vous avez été formé du coup, vous avez pris l'option real estate à l'ESTP si je me trompe pas, Ouais, dernière année. bâtiment. Ouais, Mais bâtiment et real estate. et quand vous êtes arrivé en Italie, ça devait être complètement différent, non? Alors, bien évidemment, tout est différent. Les lois sont différentes, les façons de raisonner sont différentes, mais c'est pas grave. Enfin, je veux dire, alors, à l'ESTP, j'ai appris à apprendre. Ok, voilà, on va dire ça comme ça. Ok, OK. j'ai passé 3 ans à apprendre une méthodologie, à apprendre à apprendre. Donc, quand tu commences à bosser, tu sais rien faire, ok? Donc, c'est impossible que tu penses avoir la prétention de dire ça, je sais le faire, parce que ça, je l'ai étudié. Ouais, tu l'as peut-être étudié d'un point de vue académique, tu es peut-être très préparé, ok? Et après, il faut que tu cales ça dans du concret. Oui, Et caler ça dans du concret, c'est impossible de penser à le faire si tu n'as pas eu d'expérience. Ça t'arrive avec de l'expérience. oui, Et en fait, toute ta vie, et maintenant je le vois, hein, ça fait 25 ans que je bosse, enfin 26, je continue à apprendre des choses. Et je continue à apprendre des choses, pas nécessairement de gens plus vieux que moi. oui, J'apprends des choses aussi de gens qui sont plus jeunes que moi, hein. Qui t'ouvre peut-être un esprit sur un aspect sur lequel tu as pas raisonné, si tu veux. C'est pas grave si bon, c'est sûr qu'il y a une barrière d'une langue, non, entre oui, l'Italie et la France, bien évidemment. Mais bon, moi, je me souviens, le premier truc que j'ai fait quand je suis arrivé en Italie, heu, elle était en train de faire une due diligence pour Schroders, qui était en train d'acheter un centre commercial, à Ferrara. C'est un truc qui était possédé par, c'est un centre commercial qui était de propriété d'une coopérative, donc des coops, OK? Et il y avait quelque chose comme, 95 contrats de location. Donc à l'époque, bien évidemment, tu fais pas ça en intelligence artificielle pour, faire les résumés de contrats de location. ouais, Donc il fallait que tu lises les contrats de location. Bon, bien imaginer, je n'avais jamais lu un contrat de location de ma vie, surtout pas en italien. Et je me suis retrouvé dans cette pièce avec ce type qui parlait un peu français, un peu italien. Enfin, il parlait italien, il parlait un peu de français et en anglais. L'output, c'était en anglais. Donc, en fait, tu lisais les documents en italien, il fallait que tu fasses un output en anglais. Et il y avait un espèce de format à remplir avec qui ouais. c'est le locataire, qui c'est le propriétaire, et quelle est la durée du contrat de location, etc., etc. Alors, c'est sûr que le premier jour, tu as vraiment très mal à la tête, quoi. Et peut-être que tu en lis 5 de contrats de location. Mais le deuxième jour, tu t'aperçois que c'est toujours la même chose, en fait. Oui. Et et donc ça devient facile et c'est là que tu apprends, en fait. C'est intéressant. Après vous êtes parti, à Londres. Qu'est-ce qui vous a amené à aller en Angleterre? Cushman& Wakefield, c'était donc enfin, Helen Baker et Cushman& Wakefield, c'était une société anglo-saxonne qui avait son siège à Londres et succursales un peu de partout en Europe, dont Paris, Milan, Rome, blablabla. Il y avait un peu après ça, je suis allé bosser pour Deutsche Bank, OK, et je faisais de l'asset management et l'acquisition pour leur compte. Et le team d'asset, bien évidemment, travaillait sur l'Italie, alors que le team d'acquisition travaillait sur l'Angleterre. OK? Parce qu'il y avait leur siège qui était à Liverpool Street Station, à Old Street. Et donc, je faisais toujours en avant, en arrière, une fois par semaine, pour aller raconter des choses ou prendre des instructions sur Londres, et puis après revenir sur Milan. Après, je suis passé sur une autre société qui faisait la gestion de fonds.
Et pareil, il y avait le siège qui était à Londres et il y avait des succursales, l'occurrence en Italie. Je m'occupais de l'Italie. Et donc, j'ai toujours fait en avant, en arrière, en avant, en arrière. Après, dans mon parcours de travail, j'ai essayé de toucher à plusieurs aspects de l'immobilier. Au début, je ne sais pas si tu regardes, il y a eu du conseil. Maintenant, je fais du conseil en entreprise, du conseil sur les capitaux, du conseil sur les locations, du conseil sur l'immobilier. C'est du conseil, c'est des expertises aussi, bon, mais c'est du conseil. Après, je suis allé travailler pour, on dit là, asset management, donc c'est de la gestion d'immeubles, ok, et acquisition. Donc là, j'ai appris bien évidemment plusieurs choses. En fait, je me suis mis sur la gestion des fonds, ok, donc c'est la gestion des capitaux et aussi essayer d'apprendre à comment lever les capitaux et comment placer, si tu veux, une certaine transaction que tu as envie de faire. Et dans ce parcours, à l'époque, je suis en train de te parler, là, c'est 2007-2008, la grosse majeure partie des capitaux arrivaient de Londres. Ok, pourquoi? Oui. Je sais pas, parce que quand il fallait que tu places quelque chose, si tu plaçais ça à travers une société de Londres, tu étais super bien et tu pouvais. Et donc, je me suis dit, ce serait une idée, si tu veux, de se rapprocher des capitaux, parce que je voulais apprendre comment placer les capitaux. Alors, Oui. pas que je savais pas faire un modèle pour une transaction spécifique. Je savais pas gérer des immeubles parce que bon, 7 ou 8 ans d'expérience, quand même, quelque chose t'a appris, quoi. Mais si tu veux l'approche du monde de l'investisseur, ok, et comment est-ce qu'il voit les choses et comment est-ce qu'il approche les choses. Et pour faire ça, il fallait être sur Londres. Il n'y avait rien à faire, quoi. Tu ne pouvais OK. pas faire ça de l'Italie. C'était impensable de penser à ce que toi, de l'Italie, tu puisses faire un pitch à des investisseurs et les faire venir en Italie. Ok, donc il fallait que toi, tu sois sur Londres, tu places ton OK. truc à Londres, et après tu leur dis, ouais, bon, attends, mais le fond, ouais, ton Italie, je t'y connais. Et après la bombe, tu plaçais ton truc sur l'Italie en montrant qu'il y avait une capacité, si tu veux, de cette société à faire les investissements, à gérer les investissements, etc. Et donc, c'est la raison pour laquelle je suis allé en Angleterre. Donc, ça n'a pas duré longtemps parce que donc, je me suis transféré fin de 2007. Après, il y a eu le Credit Crunch en 2008. J'ai, j'avais donné la démission de ma société, de cette société pour laquelle je bossais juste avant le Credit Crunch. Ouais. Je me suis retrouvé à Londres avec pas de travail, grosso modo. Ouais, c'était intéressant. Et C'est là, pas le choc culturel, de l'Italie à Londres qui vous a dans les manières de travailler? écoute, à Londres, il y a 300 000 Italiens qui habitent là-bas. C'est c'est une c'est c'est une façon différente de travailler, mais après les Italiens qui sont à Londres, ils se débrouillent pas mal non plus, quoi. Enfin, les Français qui sont à Londres, il y a aussi une grosse communauté de Français à Londres. Tu es toujours dans ce concept d'expat, si tu veux, tu es toujours assez protégé, en fait. Non, parce que Ouais. je sais que tu as toujours une option de repli dans le cas où les choses vont pas. Et donc j'ai essayé de faire des trucs sur Londres. J'ai fondé à ce moment-là ma propre entreprise De conseil? et ouais, je faisais de l'asset management essentiellement. Enfin, c'était de l'investissement et asset management. Et, et bon, j'ai fait une, une transaction à Londres en utilisant un arbitrage qui était très simple parce que c'est peut-être trop jeune, mais à la fin de 2008, si tu veux, il y avait une parité entre la livre sterling et l'euro. Les fonds étaient en train de faire du bail-out parce qu'ils savaient plus quoi faire de leurs immeubles. Et donc, il y a eu cette fenêtre, mais ça a duré 3 mois, pas plus, où Ouais. en fait, et la capacité, en étant euro-based, non, de faire un investissement sur l'Angleterre, Oui. des immeubles je sais pas si un jour ça se reproduira, quoi, mais bon, en l'occurrence, on a acheté un immeuble sur Oxford Street. C'était un truc passionnant. Avec des capitaux italiens d'ailleurs, qui étaient euro-based, si tu veux, et qui disaient: «Attends, c'est pas Ouais. possible, il y a un an, une sterline, c'était 1,50 €. Aujourd'hui, une sterline, c'est 1 €. On a déjà gagné comme ça, quoi». Et heu et ces gens qui m'ont supporté à faire cette acquisition, on fait des belles choses parce que, il y a 4 mois après, la sterling qui est passée à
1,20 € pour une sterline et bah, les mecs, en fait, ils ont rien fait sur l'immeuble, pouf, ils l'ont vendu et ils ont gagné 20% comme ça en 6 mois. C'était une fenêtre qui c'est ça aussi dans la vie, non? Je crois qu'il faut que Prends tu, saisir hem, les tu occasions. ouais, c'est un coup de bol. Enfin bon après, les coups de bol, tu dis: «Ah, tu as eu un coup de bol». Ouais, enfin, il fallait savoir le prendre aussi peut-être, je sais pas. Hem, mais en fait, c'est ce qui se passe, tu vois? Tu vois qu'il y a une opportunité, il faut sauter dessus, il faut sauter dessus tout de suite, il faut être prêt, il faut savoir, comment te la retourner rapidement si tu veux pour pouvoir en profiter. Sinon quelqu'un d'autre va le faire pour toi en fait. Il y a d'autres personnes intelligentes, dans le monde, hein, donc ouais, ils vont te la prendre l'opportunité, donc à mon avis, c'est ça, quoi. C'est le truc, OK. c'est pas d'essayer de se faire la guerre, entre nous, mais c'est de se faire, de choper une opportunité et d'avoir un arbitrage où quelqu'un ne l'a pas vu, quoi. Les éléments Ouais. d'information que toi, tu peux avoir et que quelqu'un n'a pas et puis tu y arrives. Et donc c'est ce qui s'est passé. Je suis resté après en Angleterre, parce que j'avais déplacé ma résidence, et il y avait un certain avantage à le faire. Le gros du travail a été en Italie, donc j'ai commencé à faire les retours en Italie, déjà en 2009 et à la fin de 2009-2010 et bon, à un moment où j'en ai eu marre de faire les retours, je me suis redéplacé en Italie et ça c'est Ouais. donc c'était ma parenthèse londonienne, on va dire ça comme ça. Alors et qui dit, saisir des opportunités, dit aussi saisir des opportunités qui sont transformées en échecs. Est-ce que vous avez, un exemple d'échec et les leçons que vous en avez, tirées? Toute ma vie, j'ai eu l'échec. Tu passes d'échec en échec et de succès en succès. Après, c'est la façon dont tu approches les choses qui te permet de rebondir. Hem, ouais, il y a un échec, absolument, ouais, il y a un gros échec qui a été, de faire trop confiance, à mes capacités à moi, non, sur, certaines transactions. En pensant, si tu veux, que, la bonne étoile ou, le coup de bol pouvait continuer. OK? Je me souviens d'avoir essayé de faire une transaction, c'était en Italie, c'était un peu complexe. Il y avait de l'achat de crédit, de créances, on appelle ça des créances. C'est donc l'achat de créances sur un fonds immobilier, qui possédait des villages touristiques. OK? Je suis parti en pensant, je vais racheter ces créances, pour moins que leur valeur face value et puis je vais structurer toute une transaction. Bien évidemment, il fallait que je me lie avec, des fonds d'investissement, donc je suis passé sur un fonds d'investissement qui n'avait pas voulu signer un contrat, d'exclusivité avec moi. OK? Ouais. Donc bien évidemment après, dans toutes les transactions, tu passes par, une due diligence, OK? Et quand on te dit: «Bon, bah, très bien, je vais faire la j'ai le fonds derrière moi», tu penses: «Ils vont pas me la faire à l'envers». Heu et donc j'ai commencé à investir beaucoup d'argent pour faire cette due diligence jusqu'au milieu de l'été, je me souviens, j'étais en vacances, ils m'ont appelé pour me dire: «Ouais, tu sais quoi? On la fait pas». Ah, OK. Et donc là, en fait, et tu pèches de présomption, quoi, parce que tu te dis: «Attends, c'est pas possible. Moi, je suis moi, ils vont pas me la faire à l'envers» et en fait, ouais, tu t'aperçois qu'une décision de faire un investissement ou pas un investissement, c'est certainement ça repose sur une personne ou un groupe de personnes et il vaut mieux avoir écrit les choses avant, quoi. Ça sert. Surtout quand tu te ouais. retrouves après avec, plus d'argent à devoir payer à tous les, serviceurs qui t'ont fait ta due diligence et qui tapent à la porte et qui te disent: «Il faut faire ça». Après le coup de bol veut que, bah, tu te dis: «Attends, c'est pas vrai, je vais me débrouiller autrement, quoi». Donc, j'ai repris, mon petit cartable et puis, je suis allé, taper à la porte d'investisseurs à droite et à gauche et puis c'est évident qu'à ce moment-là, tu as plus la force de dire: «Non mais fais ça comme ça et ça c'est comme ça qu'il faut me payer», donc, Ouais. c'est vrai que tu es un peu plus faible dans les négociations puis à la fin la transaction a été faite. Donc c'est vrai que tu travailles 9 mois ou 10 mois pour faire une transaction et puis tu pensais gagner quelque chose et à la fin tu gagnes beaucoup moins et c'est déjà quelque chose que tu pas perdu. Pas vraiment d'échecs, mais à chaque fois des apprentissages Ouais, c'est ça. pour le futur. C'est ça, c'est ça. Après,
Il y a toujours la façon de se relever, hein, surtout. Faut garder la mentalité, Il faut être froide, positif, il faut savoir se tout débrouiller, il faut savoir se débrouiller. Il y a les problèmes arriveront tout le temps. Quand vous êtes retourné en Italie, Ouais, et vous avez décidé de quitter les grands groupes après ouais. pour retourner dans les plus petites structures, pourquoi ces choix-là, tout simplement? Bah, déjà, il y a un choix qui est très, très personnel. J'ai toujours eu en fait un peu la volonté d'être entrepreneur, OK? Et j'ai toujours aimé, construire les choses, construire des groupes, construire des sociétés et être un tout petit team, OK? En fait, tu vas me dire: «Attends, Deutsche Bank, c'était pas un petit team», mais en fait si, parce que, quand j'étais recruté par Deutsche, à l'époque, c'était une petite banque d'affaires qui était de propriété de Deutsche, OK? Qui gérait 2 fonds, mais on était peut-être 20 personnes et donc Oui. moi j'ai toujours trouvé une bonne dimension, si tu veux, de m'épanouir dans ce que je fais, dans des petites dimensions, OK? Pourquoi? Parce que ça te laisse la possibilité d'être, plus libre pour certaines choses, si tu veux. Et quand après, cette société a été, fusionnée avec Deutsche, bien évidemment, tu te retrouvé à être un des employés de, 25 000 personnes et ça, c'est pas pour moi, quoi et chacun, raisonne comme il veut, quoi, mais ça, c'est pas pour moi et la même chose s'est passée, dans mon expérience de travail suivante, hem, qui était, au début une toute petite structure et puis que, soudainement, ouais, je crois qu'en Italie, on a commencé, on était 2, puis 3, puis 4. Et puis on est resté 4 pendant, 9 mois, 1 an, quoi et c'était, tu sais, tu travailles en famille, selon le et je sais pas ce qui s'est passé, mais l'année suivante, on était 30, si tu veux et là, je me suis dit: «Attends, c'est quoi ce foutoir, quoi?» Alors c'est évident que tu t'épanouis plus, tu t'emmerdes parce que, c écoute, j'ai pas envie de faire ça, quoi et donc je me suis dit: «S'il faut que je continue à travailler pour d'autres personnes, OK, pour, créer et faire, ouais, une société, heu, jusqu'à un moment où toi tu t'épanouis plus, où bon, c'est vrai, tu prends un salaire, tu es super garanti, hein, tu as ton salaire tous les mois, tu es content, quoi. Après tu dois partager, profit avec les autres, quoi. Tu souffres aussi peut-être que quelqu'un a fait quelque chose qui allait pas et en fait tu souffres, toi peut-être tu as eu tes succès si tu veux, mais tu gagnes moins parce qu'il y a quelqu'un. Ça, pour éviter ça, oui, j'ai bien réfléchi, je me suis dit: «Il va falloir que je fasse un truc pour moi-même». OK? Essayer aussi de faire moins de choses, OK? Parce qu'il y a eu, une grosse accélération sur mon expérience, c'est, chez Cordea Sables, ce qui s'appelle maintenant Sables Investment Management. C'était, énormément de transactions. C'est pas que tout les fait mal, quoi, mais si tu en fais trop, au bout d'un moment, tu perds le contrôle, en fait, de tout ce que tu es en train de faire. Donc c'est la raison aussi pour laquelle, en fait, tu passes de, 5 personnes à 25 personnes, parce qu'il y en a un, il faut les gérer les choses, non? Alors je me suis dit: «Écoute, c'est mieux si je fais un truc que pour moi, moins de transactions, single name, OK? Et je me les gère du début jusqu'à la fin, OK?» Et donc ça a été ça le fil rouge, si tu veux, sur lequel j'ai voulu, travailler, jusqu'à un moment où après il y a des gens qui commencent à te reconnaître et qui te disent, «Tiens, ce serait pas mal, si tu m'aidais à ouvrir, ton département real estate» et donc ils reconnaissent, si tu veux, ta compétence Oui, OK. créer, Ouais. pour créer quelque chose et pour, mettre une méthodologie et rassembler, si tu veux, des compétences autour d'une table et donc c'est ce que j'ai fait après, quoi. Enfin, j'ai travaillé un peu sur 2 tables. Investissement personnel avec les investisseurs, un après l'autre, les chercher, le caresser dans le bon sens du poil, le finir comme il faut, valoriser les immeubles, sortir. Voilà, j'ai fait ça plusieurs fois. Dans des complexités de transactions, j'ai toujours travaillé dans la special situation, dans l'opportunistique. Moi, de toute façon, j'ai jamais acheté un immeuble, loué, où il y avait rien à faire, quoi. Ils ont été des immeubles à essayer de valoriser. Après, je me suis retrouvé à dire: «Bon, bah, très bien, il faut,
Tu me crées mon département real estate. Ok. Alors, tu deviens administrateur délégué d'une société pour créer ce département. Tu crées le département. Une fois que c'est créé, tu dis très bien. Maintenant, comme ils me disent en Italie, pratica non ci salunga. Je pars, je crée ça. Et puis une fois que c'est fini, je m'en vais. Ok. Et donc après, tu t'en vas. Et c'est pour ça que en fait, j'ai touché à plein de choses et j'ai rencontré en fait, plein de gens. Voilà, quoi. Et donc en ce moment, depuis 1 an et demi, je suis en train de j'ai relevé une participation dans une société qui fait de la construction, justement, là, construire les gros. Je suis en train de la faire repartir avec un objectif qui, à l'époque, c'était une société qui faisait que de la construction portière. Ok. Et l'objectif, ça a été de la relancer, donc utiliser la base, bien évidemment, de cette société de construction pour faire aussi des investissements en qualité de développement. OK. Et donc, l'année dernière, on a fait une transaction. Cette année, on est en train de faire une autre. Acquisition, restructuration, construction et revente. Voilà, c'est ce que et Et donc, c'est une forme d'entrepreneuriat, en fait. c'est exactement ça. C'est C'est oui, oui. exactement ça, ouais. C'est là où je m'épanouis, donc je suis en train de faire ça. Après, on va voir combien de temps ça va durer, quoi, hein, le temps de l'accélérer, le temps de aujourd'hui, il y a 17 personnes dans cette société. Quand vous l'avez reprise, il y avait combien de personnes? On s'est reprise, il y avait 12 personnes. On a déjà recruté un peu l'année dernière. Il y a eu aussi un bon turnover de personnes qui sont sorties et d'autres qui sont arrivées. L'objectif, c'est de la relancer, quoi. Et de diversifier aussi, d'éviter que tu sois vu comme juste la petite société de construction sur le lac majeur qui est bien blasonnée, hein. Il y a 40 ans d'expérience, c'est des gens qui savent très, très bien faire leur métier, ils savent très bien construire, beaucoup mieux que moi, hein, c'est vrai. Mais après, c'est un peu, c'est limitant, quoi, si tu penses à faire que ça, non? Faire des développements, c'est certainement quelque chose que les vieux associés n'avaient pas fait. Il y a eu un passage générationnel. C'est ça aussi, c'était prendre l'opportunité, si tu veux, de dire: «Bon, bah, de prendre une participation là-dedans et puis de faire redécoller la société d'une autre façon». Et en essayant d'avoir 2 gains, en fait, un gain sur l'investissement et un gain sur la production. Et où est-ce que vous voyez, Construire dans 10 ans? Non, je sais pas, on va déjà parler, de la fin de l'année. Alors la fin de l'année, certainement, c'est d'avoir 2 ou 3, d'autres contrats tiers, d'essayer de compléter une troisième transaction. Ça, c'est pour la fin de l'année. De continuer à avoir le cash flow des constructions et les premiers cash flows qui vont revenir des investissements faits l'année dernière, certainement dans le 2027. Donc ça, c'est la première des choses. Après, il va falloir faire rendre un peu plus robuste d'un point de vue de capacité d'investissement, analyse financière, certainement, c'est des choses qui manquent. Capacité de gestion, c'est pas qu'aujourd'hui, il y a pas de capacité de gestion, mais vraiment, le team est petit, donc Oui. faire décoller ce truc-là. Et puis, essayer de stabiliser, les l'EBITDA de la société, pouvoir ouvrir le capital, certainement, des investisseurs tiers. Et ça, investisseurs avec des épaules un peu plus robustes que les miennes et les associés actuels, qui permettront d'avoir un objectif d'augmentation du capital social, si tu veux, de la caisse dans la société pour pouvoir la faire décoller et faire des transactions un peu plus grosses que ce qu'on est en train de faire maintenant, quoi. En ce moment, on est en train de faire des transactions entre 15 et 20 millions, ce serait pas mal de pouvoir en faire des plus grosses. Et ça, en fait, ça te permettra après de faire décoller la société. Voilà, OK. donc en disant, je sais pas, j'espère. Et comment, du coup, vous identifiez les nouvelles opportunités d'investissement? Vous restez en nord dans le nord de l'Italie? C'est de la géographie déjà. On parle pour les investissements, il y a qu'une seule règle, c'est location, location, location. C'est la première chose qu'on m'a appris quand j'ai commencé à bosser il y a 27 ans. Donc, c'est déjà où est-ce que tu achètes ce que tu achètes. Et quand tu as la location, généralement, tu te trompes pas, OK? Après, tu peux te tromper sur le prix d'achat, mais ça, c'est une autre histoire. Un jour ou un autre, après, ça revient à chaque fois, OK? Ce qui est important pour la société à construire en ce moment, c'est de travailler dans une zone, OK? Heu, où il y a la capacité de pouvoir quotidiennement aller et revenir, OK?
Donc pourquoi est-ce que, bien évidemment, le lac majeur, parce qu'on est sur le lac majeur comme siège. Milan, parce que moi j'habite sur Milan et donc c'est facile non, de voir les choses sur Milan. Pour le moment, vu la dimension de la société, c'est une zone qui part du côté piémontais du lac majeur, avec une espèce de banane qui revient sur Milan et qui peut potentiellement s'étendre vers ou l'axe en allant vers Venise ou l'axe en allant vers Bologne. Ça dépend aussi de quelle typologie d'investissement OK. qui va fait. Mais pour le moment, c'est ça. Il n'y a pas la possibilité de penser à dire: «Je vais faire un investissement à Rome». Ouais, très bien. Après, tu vas le gérer comment? Et on n'a pas de siège à Rome, il n'y a personne à Rome, c'est anti-économique si tu veux envoyer quelqu'un, tous les jours à Rome. Enfin bref, ça a pas de sens, quoi. Oui. Pas maintenant, D'accord. peut-être dans 10 ans. Du coup, si vous deviez, recommencer votre parcours, est-ce que vous changeriez quelque chose? Ah ouais, plein de choses, plein de choses. J'essaierai d'être, moins arrogant et certaines fois, de mettre un peu plus d'eau dans mon vin, on va dire ça comme ça. D'être moins colérique, sur certaines choses et moins sentimental sur certaines décisions et après, c'est facile à 23 ans, si tu veux, d'être, très sentimental sur un truc et d'envoyer chier tout le monde. Parce que, la fougue de la jeunesse et parce que tu penses que tu es intouchable, quoi et que, bon, ouais, c'est pas grave, de Oui. toute façon, j'ai envoyé chier quelqu'un, je vais perdre le travail, demain, j'en retrouve un autre. Le problème, c'est que et c'était déjà comme ça il y a 25 ans, et à mon avis, c'est encore pire maintenant. Oui. C'est que le monde est vraiment très petit et le monde est très petit. Enfin, ce monde-là, le monde de l'immobilier est Oui. très, très petit et tout le monde se connaît, si tu veux et laisser une mauvaise opinion de toi, quelque part, c'est pas bon, OK? À mon avis, c'est ça. Après le parcours en soi, si tu veux, je pense que j'ai eu les bonnes intuitions, de ce qu'il fallait faire, non? D'apprendre plusieurs segments, plusieurs choses, l'une après l'autre et de mettre en somme ce Rubik's cube, non? Pour avoir après un panel, de 360° de connaissances. Même si, encore je suis pas arrivé à 360°, il y a encore plein de choses à mais je pense que c'est ça, quoi. Le truc, certainement que je suis trompé, c'est de certaines fois laisser une mauvaise opinion de moi derrière, quoi. OK. Les gens peuvent se dire: «Ah non, il est imbuvable» ou ça te retourne toujours, dans la gueule, hein. OK, vous parliez de mentorat quand vous étiez, jeune. Il y a quelqu'un qui, pendant votre stage, vous a un peu, réveillé, Ouais, on va dire. Est-ce que, maintenant, toujours, vous avez un mentor? Des ouais, gens qui vous inspirent, ouais, 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 toujours maintenant? Ouais. ouais, ouais, bah, il y a alors j'ai eu beaucoup de personnes, enfin, je les nommé, hein, donc il y a eu Nicolas Verdillon, qui, certainement était la première personne. Et Michael Ruddock, qui était, aussi chez Cushman& Wakefield, qui m'a beaucoup aidé. Roger Barris, quand j'étais chez Deutsche Bank, qui est, c'est une rockstar, quoi. Dans le monde de la finance et de l'immobilier, c'est une rockstar. Dominic White, certainement, et il a été aussi mon associé après quand on est parti, ensemble sur les premières transactions. Et il y a eu beaucoup de gens, en fait, qui, dans toute ma carrière, si tu veux, m'ont aidé. Et jusqu'à un certain âge, ils sont tous plus vieux que toi. Et puis après, tu arrives peut-être vers 40 ans et tu te dis: «Il y a un mec qui était plus jeune que moi et il avait des super bonnes idées, si tu veux, et on a fait un parcours ensemble». OK. En ce moment, je m'épanouis beaucoup parce que, mon associé qui a 60 de la société en ce moment est une personne, c'est une autre rockstar, en fait. C'est une rockstar dans le monde de la finance qui a fait un super parcours et sur lequel, en fait, on arrive à communiquer, à échanger. C'est une complémentarité maintenant de compétences, si tu veux, qui est très riche, en fait, comme échange dans la quotidienneté et c'est ça, je crois, c'est plus je pense que
un certain âge, tu es plus en train de regarder, tu sais, le mec qui a 75 ans, oh, qu'est-ce qu'il a fait? Ouais, ok, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait il y a des années. C'est pas ça. Tu es à la recherche de quelque- de quelqu'un ou d'une personne peut-être mais qui est capable d'échanger avec toi, si tu veux, et de t'enrichir. Et toi, de côté aussi enrichir lui-même. Quand vous êtes revenu en Italie, vous avez décidé de faire les transactions tout seul au début Ouais. et maintenant vous êtes avec un associé. Est-ce que c'est par choix ou est-ce que c'est parce que vous êtes rendu compte de la complémentarité justement des compétences? Et c'est exactement ça. Ah oui. C'est exactement ça. J'ai affiné certainement dans mes compétences certaines choses, si tu veux, qui sont, certainement très, très bonnes. Après, il y a d'autres choses, où, il y a d'autres personnes qui ont fait, cet autre segment, travail qui sont bien meilleurs que toi. Donc pourquoi est-ce que, il faut que tu souffres, si tu veux, à essayer de faire un truc, pendant, une journée alors que, quelqu'un d'autre arrive à le faire en 2 heures? C'est peut-être mieux pour, faire que les transactions ou les choses deviennent plus rapides et plus simples, si tu veux, de diviser un peu les devoirs, les certaines compétences, quoi. Donc, c'est évident que dans ta vie, tu essaies toujours de travailler à ton premier niveau d'incompétence, on va dire ça comme ça, si tu as envie si tu envie de progresser. Mais OK. après, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Dire, bah, s'il faut que tu passes, une semaine pour faire un truc alors que quelqu'un d'autre est capable de le faire en 2 jours, il vaut Carrément. mieux que quelqu'un d'autre le fasse en 1 jour, quoi. Il Ouais, faut garder l'objectif final. donc là vous êtes, du coup CEO chez Construire depuis plus d'1 an. C'est quoi les qualités qu'il faut pour faire votre métier? Il faut avoir de la patience, prendre le temps pour les choses, pour les expliquer, OK? Parce qu'il y a beaucoup de tâches, OK, qui sont, mécaniques et qui doivent être faites avec une certaine méthodologie pour éviter de perdre du temps, OK? Mais ces tâches-là, c'est à toi de les faire. C'est à toi de les expliquer et d'essayer de les faire faire aux autres, OK? Savoir Donc, déléguer ouais, justement le la bonne chose, quoi. Ça, certainement, c'est pas facile, hein. Il faut que ton interlocuteur aussi soit réceptif à cette chose-là et il faut qu'il soit aussi motivé à cette chose-là. Il faut que les personnes qui travaillent pour toi, comprennent aussi quel est l'objectif. Quel est ton objectif à toi, mais quel est aussi l'objectif global, OK? Et qu'ils sachent comment aider pour arriver à cet objectif, OK? Donc c'est donner une motivation personnelle aux employés et aux collaborateurs, puis si tu veux justement, eux aussi travailler à leur premier niveau d'incompétence, si tu veux, et t'amener la société en avant. Oui, le gros challenge est là. D'un point de vue technique, on n'est pas en train de parler d'ingénierie nucléaire ou de trucs, super compliqués. On est en train de parler de mettre 3 briques, l'une sur l'autre et puis, des morceaux de fer. On n'est pas en train de faire, des ponts de Calatrava. OK? On est en train de faire des petites constructions, quoi. Donc c'est très difficile, quoi. Ce qui est compliqué, c'est justement d'avoir et de déléguer à une personne, si tu veux, quelque chose pour qu'il puisse la rendre efficiente. Justement pas de choses très compliquées, mais on parle beaucoup de d'IA en ce moment et surtout dans le domaine du real estate. En ce moment, il y a le MIPIM, Ouais, à Cannes, donc qui se termine, demain. ouais. Il y a beaucoup de sessions sur l'IA dans le real estate. Est-ce que est-ce que chez Construire, l'IA est déjà un stagiaire qui améliore, la data Ouais, immobilière ou le prospectif ou des choses comme ça? absolument, absolument, c'est indispensable. Enfin, je veux dire, déjà, ce serait stupide de ne pas l'utiliser. C'est pas c'est un peu comme si en 1998, tu disais, «Non, je ne vais pas utiliser les emails parce que j'aime bien envoyer des fax». Enfin bon, après tu te rends compte que, aujourd'hui, l'email, c'est ouais, je sais pas quoi c'est, une espèce de et donc c'est évident que l'évolution technologique aide à faire le travail, quoi. Ça, c'est évident. Surtout sur, des machines qui sont capables d'apprendre aussi, et de de coller à ce que tu as besoin, en fait. Et c'est là la force. Donc, oui, bien évidemment, on utilise l'intelligence artificielle. On utilise l'intelligence artificielle
je sais pas, des renders, par exemple, au début, quand tu commences à regarder une initiative, faire du rendering de façade, si tu veux, c'est évident que s'il faut que tu aies un archi qui se mette à faire du rendering de façade, il va y passer, je sais pas, 3 plombes, alors que, avec l'IA, en peut-être, 20 minutes, tu ce qu'il faut. Après, est-ce que c'est précis? Non. Après, est-ce que la machine est capable d'apprendre avec toi? Oui. Et donc en fait, c'est un parcours qui, qui s'améliore. Enfin, Oui. je vois très bien ce que c'était l'IA il y a 1 an et ce que c'est l'IA aujourd'hui. C'est 2 mondes complètement différents, quoi, et tu t'aperçois qu'il y a une grosse évolution technique. Ce serait complètement stupide de rester cristallisé, si tu veux. Un petit mot de la fin? Ouais. Est-ce que vous auriez un conseil à donner, pour des jeunes étudiants, des jeunes diplômés concernant les choix de carrière? Pour s'épanouir, il faut faire quelque chose qui te plaît, OK? Sinon, tu vas rester à faire le mauvais employé toute ta vie et le matin, quand tu vas te réveiller, jamais avoir envie de te réveiller, OK? Pour être dynamique et avoir, envie de faire quelque chose, il faut faire quelque chose qui te plaît. Si ça te plaît pas, change. Ça, c'est mon plus grand conseil. Je dis ça aussi à mes enfants, qui ont entre 18 et 20 ans. Il faut absolument qu'ils choisissent des choses qui leur plaisent. OK. C'est indispensable. Voilà. Après tout le reste, c'est, utiliser le cerveau et puis, faites-le fonctionner, quoi, parce que tout le monde en a. Quand on regarde votre parcours, ça montre qu'avec, une base technique solide, de la curiosité, on peut construire une carrière qui traverse les cycles et les frontières, en gardant un vrai impact. Pour nous, du coup, étudiants et ingénieurs, c'est un signal très positif. Le secteur bouge, les défis sont énormes et il y a de la place pour ceux qui veulent apprendre, innover, prendre des responsabilités. En bref, aller de l'avant. Emmanuel, merci beaucoup, pour En cette prie, interview. à bientôt.